On passe en moyenne 6 jours par mois devant des écrans. Téléphone, tablette, ordinateur, liseuse, télé. Comment retenir l'essentiel? Comment se souvenir de tout ce qu'on a vu, remarqué, appris, apprécié, détesté et presque aussitôt oublié? Dans notre salle du temps d'écran, là où Internet s'affiche dans toutes les résolutions, vous allez voir des sujets potentiellement mainstream, des tendances mémorables, du culte insondable, des phénomènes du web qui transforment la réalité, des questions que la plupart des gens se posent, toujours, et des contenus que d'autres devraient regarder, plus souvent. Je suis Dario, et j'ai 26 minutes pour partager avec vous ce qu'est, à l'heure actuelle, la culture web. Vous verrez ce qui se passe derrière, sur et dans nos écrans. Bienvenue dans Temps d'écran. Allez, on commence avec le plus petit écran de notre salle, c'est l'interphone, celui qui donne sur la rue. C'est là-bas que nous sommes allés répondre aux questions que vous préférez poser à ChatGPT plutôt qu'à vos proches. Voici la FAQ de la rue. J'aimerais savoir c'est quoi un cookie? Vous ne savez pas ce que c'est qu'un cookie? Eh bien, je vous explique. Un cookie, c'est un petit fichier texte que les sites web stockent sur votre ordinateur. Ces fichiers contiennent des données dont la teneur varie en fonction de l'utilisation qui en est faite par le site internet. Il existe plusieurs sortes de cookies, par exemple les cookies de session ou d'authentification, qui permettent aussi de savoir qui vous êtes et si vous avez accès à des contenus spécifiques comme des articles réservés aux abonnés. Ce type de cookie vous évite aussi d'avoir à vous reconnecter à chaque fois que vous commencez une nouvelle session. Il y a aussi les cookies de personnalisation qui eux permettent à un site de mémoriser vos préférences comme la langue utilisée ou les articles placés dans votre panier sur les sites de e-commerce. On a encore les cookies analytiques qui eux servent aux sites pour connaître le trafic qu'ils génèrent. Ça leur est très utile notamment pour attirer des annonceurs. Mais les plus nombreux, ce sont les cookies publicitaires, des sortes de petites fouines qui pistent vos centres d'intérêt et permettent au site de vous envoyer de la publicité ciblée. Alors depuis 2021, une directive oblige les sites à obtenir votre consentement avant d'enregistrer des cookies sur votre ordinateur. Libre à vous d'accepter ou non. Vous pouvez aussi très bien faire le tri dans les cookies qui vous sont proposés en rejetant par exemple les cookies tiers de tracking publicitaire et en acceptant les cookies de session. Qu'est-ce que c'est qu'une trend? Vous savez pas ce que c'est une trend? Je vous explique. En fait, le mot trend, c'est de l'anglais et ça veut tout simplement dire tendance. Sur les réseaux, une trend, c'est donc une tendance très populaire qui est massivement regardée, partagée et reproduite par de nombreux internautes. La dernière caractéristique de la trend, c'est qu'elle est souvent éphémère, même si certaines durent plus longtemps que d'autres. En 2024, par exemple, le « Oh putain Laurent, excuse-moi de la réaction » a cassé les internets. La vidéo originale de Baffy a accumulé des millions de vues et TikTok a été inondé de vidéos parodiant la réaction du gars piégé. Un son peut aussi être considéré comme une trend quand il sort de nulle part et devient omniprésent du jour au lendemain sur les réseaux. Le Ono de Capone, par exemple, tellement repris que c'est devenu insupportable. Ou plus récemment, le titre Messi de Lola Young. Une trend peut aussi être un hashtag, un mème ou un challenge. Bien ou pas, qualitatif ou non, tant que c'est viral, éphémère et largement repris, c'est une trend. C'est quoi l'OSINT? Si vous ne savez pas ce que c'est que l'OSINT, je vous explique. À votre échelle et sans même le savoir, vous avez déjà forcément fait de l'OSINT. Pister un collègue sur les réseaux pour savoir ce qu'il a fait de ses dernières vacances, c'est de l'OSINT. Vérifier si l'artisan qui refait votre toiture est enregistré au registre du commerce, c'est de l'OSINT. Regardez combien votre ancien voisin a vendu sa maison, c'est de l'OSINT aussi. En fait, l'OSINT, pour Open Source Intelligence, c'est l'art d'utiliser des données en libre accès pour récolter des informations sur quelqu'un ou sur quelque chose, que ces données se trouvent sur Internet ou non. Les sources pour trouver ces données sont très nombreuses. Sites web, réseaux sociaux, forums, presse, cadastre, registre du commerce, vos photos sur Insta, vos vidéos sur Facebook, vos objets sur Le Bon Coin, vos opinions politiques sur X. Sur un site comme Papers, on peut même retrouver votre état civil complet si vous avez monté une entreprise ou une SCI. L'OSINT est tellement efficace que les forces de l'ordre, les impôts et même les entreprises l'utilisent pour traquer des fugitifs, voir si vous vivez au-dessus de vos moyens ou pour vérifier si vous ne passez pas vos meilleures vacances à Ibiza pendant un arrêt maladie. Les escrocs ne s'en privent pas non plus. La masse de données libres de droit leur permettent de monter des arnaques en usurpant des identités sans même se donner la peine de pirater. Il existe beaucoup d'outils pour faire de l'OSINT, comme Epios pour traquer les mails, Sherlock pour les réseaux sociaux, mais on peut très bien se lancer sans tout ça. Il suffit juste de savoir où chercher. Je vous rassure, à la fin de cette émission, vous aurez toujours le même QI que maintenant. Vous serez peut-être même plus intelligent encore. En revanche, ce ne sera pas forcément le cas si vous surconsommez à répétition du contenu peu stimulant. Ça s'appelle le brain rot
Et notre journaliste Chloé Bertrand a pris plusieurs heures pour trouver sa définition exacte. La voici dans la forme d'Internet. Lingango, lego, lego, le watcha, lingango, lingango. Calano il povero brr brr patapim. No. Bienvenue dans une forme d'internet qui ressemble à un rêve bizarre, un peu flippant, mais qui est ultra populaire. Vous ne comprenez rien? C'est normal, c'est même le principe. Et ces vidéos ont un nom, le brain rot. Alors, essayer de décrire les contenus brain rot, c'est un peu comme raconter un rêve étrange. Ça part dans tous les sens. Au départ, brain rot, c'est un mot qui parle d'un phénomène global. Mais aujourd'hui, c'est un genre, une esthétique, un délire collectif. Et c'est pas juste un délire aléatoire, c'est un phénomène qui est bel et bien étudié. Le mot brain rot, il a même été élu mot de l'année 2024 par l'université d'Oxford. En 2019, c'était urgence climatique et en 2020, confinement. C'est dire si c'est un sujet d'actualité. Et si on prend leur définition super universitaire, ça ressemble à ça. La détérioration supposée de l'état intellectuel ou mental d'une personne, notamment considérée comme le résultat d'une surconsommation de matières perçues comme triviales ou peu stimulantes. En clair, brain rot, c'est littéralement pourriture de cerveau. Le savais-tu? Le savais-tu que... Oui, je le savais-tu. Eh ben non, je ne le savais-tu pas. Ça, par exemple, c'est du brain rot. Comment on le reconnaît? Des images qui s'enchaînent frénétiquement, une voix de synthèse et des phrases bancales, parfois absurdes, qui n'ont ni queue ni tête. Alors là, on s'accroche. Le terme brain rot ne vient même pas d'Internet. On le retrouve dès 1854 chez Henry David Thoreau, un poète et philosophe américain, dans son livre Walden. Il l'utilise pour décrire une grande fainéantise intellectuelle qui s'emparait de la population, abaissant donc leur niveau intellectuel et dégradant leur précieux cerveau. Bref, brain rot, c'est une expression utilisée avec une teinte de mépris pour désigner une culture jugée comme inférieure, et donc qui affaiblirait l'intellect des gens. Mais avec les réseaux sociaux, le phénomène a pris une autre dimension. Le brain rot, ça décrit ce moment où tu scrolles pendant des heures. Tu te sens à la fois surstimulé, mais en même temps complètement vide. En fait, c'est quand on n'a pas besoin de réfléchir au contenu qu'on est en train de regarder. Et souvent, le lendemain, on se souvient de rien de ce qu'on a vu la veille. Et ça va encore plus loin, parce que le mot brain rot, il définit aussi toute l'esthétique qui va avec le phénomène. Aujourd'hui, le brain rot, c'est un style de média humoristique très spécifique et rapide. Et ça, c'est une combinaison de caractéristiques qui convient parfaitement à des plateformes comme TikTok. Mais alors, pourquoi on regarde ça? Parce que c'est devenu une esthétique, un style d'humour absurde totalement codé pour Internet. Prenez un compte brain rot. Ce qui était une vidéo chelou devient un univers à part entière. Et ce qui paraissait juste comme un mème cringe devient un langage. En fait, c'est une sorte de grammaire visuelle qu'on comprend au fur et à mesure qu'on scrolle. Et au bout d'un moment, il y a des personnages qui reviennent super souvent dans nos feeds. En gros, il y a une sorte de fil rouge, même si parfois, il est très tordu. Les contenus sont étranges et ils nous captivent avec des rebondissements inattendus. Et même pas besoin de suivre sérieusement, juste de se laisser happer dans cet univers. Par exemple, Skibidi Toilets. C'est un univers entier de toilettes humanoïdes qui se battent contre des hommes à tête de haut-parleurs, de télévision, de caméras. Et on peut suivre ça sur YouTube avec des épisodes ou alors juste dans nos feeds en scrollant. Et le truc, c'est que ça marche. La chaîne YouTube du créateur de la série, elle compte aujourd'hui plus de 45 millions d'abonnés. Et avec l'intelligence artificielle, ces contenus explosent. C'est simple, n'importe qui peut générer ce type de vidéo. Et c'est là qu'arrive le slop, le petit frère du brain rot. Du contenu généré à la chaîne par IA, sans logique ni intérêt. Le terme slop, il a été inventé ces dernières années avec une connotation proche de celle de spam. Oui, le vieux truc qui finit bien caché au fond de vos emails. Et certains parlent carrément d'encombrement numérique. Et forcément, plus on en regarde, plus l'algorithme en balance. Tu te fais embarquer une fois dans l'histoire et tu finis à 3h du matin à choisir si tu préfères Cappuccina Ballerina ou Tung Tung Tung. Ah oui, eux, c'est les personnages du brain rot dit italien. Il y en a des dizaines et ça recense des millions de vues dans le monde. Et parce que ça marche, de nouveaux contenus brain rot naissent, avec des nouvelles esthétiques, des nouveaux personnages et parfois de nouvelles histoires. Un site internet essaye même de les recenser. Le Wikipédia du brain rot. Ok, on rigole. C'est bizarre, c'est marrant. Mais est-ce que c'est juste ça? Peut-être que ces vidéos, c'est juste le bruit de fond d'un monde qui va trop vite. Peut-être que c'est aussi une nouvelle forme d'art numérique ultra codé. Ou juste une manière d'apprendre à rire, pendant que tout brûle. Même si en vrai, ces contenus, ils alimentent aussi le fait que la Terre brûle. Logique. Est-ce que le brain rot, c'est la fin de l'attention?
ou juste une manière de connecter nos cerveaux fatigués? Peut-être que c'est notre façon de s'occuper, pour ne pas penser. Ou alors est-ce que c'est l'évolution naturelle de l'humour? Plus bizarre, plus rapide, plus méta, mais si on rit tous ensemble, même sans savoir pourquoi, est-ce que c'est vraiment grave? Et peut-être que le vrai sens, c'est qu'il n'y en a pas. Et c'est ça qui est beau sur Internet. Ah là 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 là, le brain rot, ça a l'air de rien comme ça, mais ça pourrait vite rendre idiote l'humanité tout entière. Mais pour l'heure, pas d'idiocratie, mais des faits et du fond. Notre journaliste Mathilde Cousin, spécialiste du débunkage et de la vérification d'infos, a passé le mois à démêler le vrai du fake sur les origines du Covid, 5 ans après la pandémie. C'est le fake-off. Saura-t-on un jour d'où vient le Covid-19 ? 5 ans après le début de la pandémie qui a mis le monde à l'arrêt et fait 168 000 morts en France, la question n'est toujours pas tranchée. Actuellement, la communauté scientifique, mais également l'OMS ou encore les services de renseignement de plusieurs pays, explorent 2 pistes. La première, c'est celle d'une origine zoonotique, c'est-à-dire animale. Le virus aurait émergé dans le monde animal avant d'être transmis aux êtres humains. Et c'est dans le marché de Wuhan, la ville chinoise où ont été rapportés les premiers cas de Covid-19, qu'auraient eu lieu les premières contaminations. La seconde piste, c'est celle d'un accident de laboratoire. Et c'est la présence d'un labo de recherche à Wuhan qui ouvre la porte à cette deuxième hypothèse. 5 ans plus tard, laquelle est la plus plausible ? Commençons par l'hypothèse qui fait le plus l'actualité ces dernières semaines, celle d'une fuite accidentelle de ce fameux laboratoire. En janvier, la CIA a pour la première fois pris position sur l'origine de la pandémie en expliquant que cette piste du laboratoire de recherche est la plus plausible. Toutefois, l'agence de renseignement américaine est restée extrêmement prudente, ajoutant n'avoir qu'une confiance faible dans cette piste. Début avril, en France, c'est l'Académie de médecine qui a ajouté une pièce en faveur de cette hypothèse, même si là aussi, les scientifiques n'éliminent pas complètement la piste d'une contamination zoonotique. Alors, quels éléments jouent en faveur d'un accident ? À Wuhan se trouve un labo connu pour son travail sur les coronavirus. Des scientifiques ont aussi enquêté sur la souche du virus et ont identifié 4 acides aminés qui n'avaient jamais été observés auparavant dans cette famille de virus. Ces acides auraient pu être introduits lors d'une expérience. Toutefois, la Chine a toujours vigoureusement nié cette hypothèse et l'accès au laboratoire pour y faire les vérifications nécessaires est quasiment impossible. Penchons-nous maintenant sur la deuxième hypothèse, celle du marché de Wuhan. Plusieurs indices pointent vers une origine animale du Covid-19. Ce qui fait dire aux scientifiques du CNRS qui ont publié une étude sur la question, c'est la diversité génétique du virus observée chez les premiers malades du Covid. En revanche, pour confirmer à 100% cette hypothèse, il manque encore des pièces du puzzle. Par exemple, l'animal intermédiaire qui aurait transmis le virus aux humains n'a toujours pas été identifié. Impossible donc, à l'heure actuelle, de pencher à 100% en faveur d'une des 2 hypothèses. Projetons-nous à présent dans un futur proche où vous serez posé dans l'attente d'un contenu divertissant et enrichissant. Pour remplir ce temps de pause, notre journaliste Quentin Meunier a déniché 3 contenus qui justifieraient une augmentation de votre temps d'écran. On vous explique pourquoi ils sont à regarder plus tard, à vous de voir. 3 vidéos YouTube à ne pas rater ce mois-ci, c'est parti. On commence avec la face cachée de l'aéroport Charles de Gaulle la nuit. Vous pensiez que les aéroports dormaient la nuit ? Pas tout à fait. Dans ce reportage poignant, Charlotte, une journaliste indépendante, nous emmène à Roissy, où 150 personnes sans abri vivent entre les terminaux. Elle y passe plusieurs jours, en immersion, pour comprendre leur quotidien. Un regard décalé, mais aussi fort, humain et nécessaire, sur un lieu qu'on croyait connaître et dans lequel on passe sans s'arrêter. Changement d'ambiance, mais toujours dans les coulisses d'endroits bien connus. Dans sa vidéo « Je crée le décor d'un youtubeur », Océane, de la chaîne Illusion Graphisme, s'attaque à un nouveau défi, créer le décor du youtubeur Bastille 8. C'est créatif, coloré, un peu nostalgique de déco, et ça donne très envie de relooker notre salon et de regarder le reste de la chaîne qui allie design, déco et cinéma. Enfin, direction le Groenland, où le couple un peu givré de la chaîne Halloween Arctic transforme un voilier en igloo. Oui, littéralement. Sur leur chaîne, ils nous emmènent naviguer dans l'Arctique et passer l'hiver dans les glaces entre bricolage extrême et paysages magiques. Et même si vous ne parlez pas anglais, c'est l'occasion de voir des images insolites et pour le moins rafraîchissantes. Voilà, 3 vidéos très différentes mais toutes passionnantes à mettre dans votre playlist à regarder plus tard ou tout de suite. Et maintenant, si je vous dis que Google Maps, Plan ou Waze sont totalement indisponibles, quelle serait l'alternative ? Notre journaliste Mathilde Cousin en a trouvé une grâce au projet d'une communauté de cartographes bénévoles. Avec ça, vous ne serez jamais perdu. Bonjour, bienvenue dans l'Alternative, l'émission qui vous ouvre la porte d'un autre Internet.
Cette semaine, on va montrer que oui, on peut se passer de Google Maps et de Waze, ces mastodontes qui sont la propriété de Google. Alors, est-ce que ça existe une appli gratuite en français qui fait GPS, qui serait sur le gâteau, n'aspire pas à vos données personnelles au passage? Oui, grâce à un outil collaboratif, souvent surnommé le Wikipédia de la cartographie, j'ai nommé OpenStreetMap. Qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, Baptiste Lemoine, contributeur d'OpenStreetMap, nous explique tout. Il y a beaucoup de choses disponibles en France. Il y a beaucoup plus d'infos qu'on en trouve par ailleurs dans d'autres bases de données qui sont plus connues. Alors, on peut trouver des tas de choses, des trajets, des transports, des endroits où poser son vélo, des endroits où faire des soins, boire de l'eau, s'éduquer. Il y a notamment les infos d'horaires d'ouverture, si les restaurants proposent des options végétariennes, si on peut aller en fauteuil roulant dans une gare. D'où viennent ces infos? Alors, elles viennent de beaucoup de monde. Il y a toutes les secondes 50 modifications dans la base de données d'OpenStreetMap. Elles proviennent de contributeurs locaux, de gens qui contribuent à distance, notamment sur des sites où il y a eu des catastrophes. C'est un projet de cartographie mondiale, c'est un peu comme Wikipédia, tout le monde peut contribuer. On peut enrichir, modifier, voir comment ça fonctionne. Pour retrouver toutes ces infos dans une appli gratuite en français, direction Organic Maps. Et là, vous pouvez vous en servir pour vos trajets du quotidien ou trouver des informations sur un lieu. Pour le grand public, Organic Maps, c'est vraiment nickel. Ça permet de naviguer, de trouver des objets, de trouver des adresses. Si on fait de la voiture, on peut utiliser tout à fait Organic Maps pour ça. On a le choix des modes de transport, il y a les transports en commun aussi dessus. Et les données d'OSM sont très très riches au niveau cyclabilité. Il y a des gens qui y contribuent quotidiennement. Sur la thématique vélo, les GAFAM ne sont pas du tout dessus parce qu'eux, ils vendent des cartes commerciales et les gens qui font du vélo, c'est un apport commercial, mais pas de la même façon que les gens qui font de la voiture. Les données sont ouvertes, on peut les utiliser hors ligne, donc pour les gens qui font de la randonnée et qui ont besoin d'économiser de la batterie, ils peuvent s'en servir. Toutes ces données viennent d'utilisateurs comme vous et moi qui mettent en ligne des informations de leur quartier. Des entreprises y contribuent également. Si le jeu vous tente et que vous souhaitez aussi cartographier votre quartier, c'est simple, pas besoin de compétences techniques particulières. Il y a une application très pratique pour ça qui s'appelle Street Complete, qui permet d'aller sur son téléphone avec le GPS et de répondre à des questions où il y a des photos dessus. Et donc sur ces photos, on répond est-ce que la route est éclairée? Est-ce que le chemin a telle texture sur le sol? Pour voir si on peut le pratiquer. Est-ce que ce magasin propose une option pour les gens PMR ou pour les parents, pour qu'ils puissent longer leur enfant? Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez aussi participer au groupe local d'OpenStreetMap de votre région. Il y en a une vingtaine en France. S'il y a une thématique sur laquelle vous voulez avancer, que ce soit les thématiques de santé, les droits des femmes, il y a plein de choses. On a un groupe de travail sur l'inclusivité pour que ce ne soit pas tout le temps les mêmes qui contribuent et qui profitent d'OSM. Et si vous êtes super motivé, rendez-vous à Tours du 13 au 15 juin pour une rencontre nationale. Une belle démonstration qu'un autre numérique est possible, plus collaboratif, plus respectueux de nos données et qui repose sur l'intelligence collective. Mais à l'inverse, certains sites récupèrent bien plus d'infos que ce qu'on imagine. Ce mois-ci, au cours de nos recherches, on a découvert un site qui fait parler vos photos. Vous n'imaginez pas ce que vos clichés renferment comme données et à quel point une IA peut les analyser. On a cliqué pour vous sur theyseeyourphotos.com. Autant c'est facile de comprendre qu'un ordinateur peut analyser un texte, autant une image, ça fait toujours un petit effet magie noire. Et on a beau passer beaucoup de temps devant un écran à regarder des images, c'est toujours assez hallucinant de se dire qu'il n'y a pas que les humains qui sont capables de comprendre une photo. Alors est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'un ordinateur voit quand il voit une photo? Eh bien une partie de la réponse se trouve sur un site qui s'appelle theyseeyourphotos.com. Ça veut dire « il voit vos photos ». Il, c'est les programmes informatiques, on pourrait dire elle pour les intelligences artificielles. Sur Internet, il y a énormément de programmes et d'algorithmes conçus pour recevoir une photo, l'analyser et en donner une interprétation textuelle. Et ce site, theyseeyourphotos.com, permet de tester l'une des plus utilisées, la Google Vision API. En gros, vous lui donnez une photo et le site vous permet de voir ce que le programme voit. Alors comment ça marche? On ouvre le site, on clique là, puis cliquer là, puis là, on ajoute une photo, on va tester quelqu'un de connu, là on attend, ça charge, ah merde il a reconnu, ok quelqu'un de moins connu, ok ça charge. Ça, c'est Chris, le DA qui anime ce format. Et là, un texte apparaît.
T'en penses quoi, Chris? Pas top, hein. Bon, le premier paragraphe, c'est surtout une description de ce qui se passe sur l'image. C'est clair. C'est dans le deuxième paragraphe que ça devient un peu plus flippant. Et pourquoi ça parle de revenus, d'émotions? Et à quoi ça sert à un ordinateur d'interpréter tout ça? La réponse, comme souvent, c'est dans le troisième paragraphe. L'argent. Parce que toutes ces petites interprétations, ça va servir à mieux vous cibler, à vous proposer les bons produits, les bons services, bref, les publicités sur lesquelles vous êtes les plus susceptibles de cliquer. D'ailleurs, si on clique sur l'onglet Data, on voit la description de l'image, un peu plus structurée, comme un ordinateur pourrait vouloir l'utiliser. Le plus bizarre, ça reste cette petite ligne Insight qui fait un peu psychologue à 2 balles, mais bref. Vous vous demandez peut-être aussi comment un ordinateur fait pour comprendre tout ça à partir d'une image. Sans vous barber pendant des heures, le principe est le suivant. Le programme commence par regarder tous les pixels un par un, puis à regarder les variations entre les couleurs pour déterminer les formes et les contours, puis il interprète ces formes et ces contours en fonction des images qu'il a été entraîné à voir. C'est pour ça qu'il reconnaît les gens connus, et que ça marche pas avec ce panda milliardaire. Mais qui a fait ce site? Qui est derrière tout ça? C'est une société qui s'appelle Ent, qui propose un service de stockage de photos sécurisé et qui garantit que vos photos ne seront pas analysées par des sites extérieurs. Et donc ils ont créé ce site pour sensibiliser les internautes à l'utilisation des photos qu'ils stockent en ligne sur les services les plus utilisés. C'est vrai que ce site peut faire un peu flipper, et on se demande si c'est vraiment une bonne idée d'envoyer volontairement des photos pour qu'elles soient analysées par une IA. Mais ce qui fait réfléchir, c'est que c'est déjà le cas sur l'immense majorité de vos photos, qui sont déjà analysées. Vous avez beau ne pas le faire sur ce site, la plupart des photos que vous avez postées sur Internet, ou des photos de vous sur Internet que vous n'avez même pas postées, sont analysées de cette manière. Alors bref, vous pouvez aller sur thesierphotos.com à votre tour, ou ne pas y aller, ou en parler à vos amis. N'oubliez pas, en tout cas, de réfléchir aux photos que vous postez sur Internet. C'est maintenant l'heure de refermer cette salle et d'éteindre les écrans. Merci d'avoir regardé les résultats de nos longues recherches. On se retrouve le mois prochain, et n'oubliez pas, il y a tant d'écrans et tant de choses à découvrir sur Internet, et on est là pour vous résumer tout ça. À très vite.